ton âge. À 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 ton âge, le podcast qui lie les générations. Un programme proposé par Noé, le département jeunesse du Fonds social juif unifié. Raphaël Ben Simon, plus connu sous le nom de Rafi. Au ZI, j'avais un totem qui s'appelle Élan, astucieux et serviable. J'ai 92 ans, sur ma 93e année. Je m'appelle Galit Alali, j'ai 23 ans et je suis animatrice aux éclaireuses éclaireurs israélites de France. J'ai décidé d'interviewer Rafi Ben Simon, qui tout au long de sa vie s'est engagé au sein de mouvements de jeunesse juifs et plus particulièrement au ZI. Figure marquante de la communauté, son parcours peut inspirer les jeunes d'aujourd'hui et leur donner envie de s'engager au sein de mouvements de jeunesse et de prendre des responsabilités. Je sais que vous avez été impliqué dans de nombreux mouvements de jeunesse et notamment au ZI, et je suis très heureuse de vous rencontrer. J'aimerais commencer cette interview en vous posant la question suivante. Qu'est-ce que vous faisiez, vous, à mon âge ? J'avais commencé à travailler, mais parallèlement à mon travail, j'étais responsable des ZI au Maroc, puisque je fais partie des ZI au Maroc depuis l'âge de 15 ans. Et comment c'était d'être un juif au Maroc, qui est un pays arabe, dans les années 1930-1940 ? Il y avait au Maroc 300 000 à peu près, les statistiques ne sont pas très précises, juifs. Et il y avait une organisation internationale qui a joué un rôle important au Maroc. C'était l'Alliance israélite universelle. Et l'Alliance avait un principe pour tout le bassin méditerranéen, c'est-à-dire pour tous les Juifs qui vivaient dans les pays arabes, pour les sortir de cette situation de dhimmi. Et il y a une seule chose à faire, leur apprendre le français et les sortir vers l'Occident. Mais il y avait à peu près 30 000 élèves. Et tous les autres étaient dans leur coin, soit en Haut-Atlas et au Moyen-Atlas, et ils parlaient berbère et arabe. Et ceux qui étaient dans les grandes villes, les plus aisés, disons comme ça, fréquentaient l'école. Et alors, on fréquentait une école où on arrivait à nous convaincre qu'on était comme des Français, alors qu'on était des Marocains. J'étais capable de réciter les fleuves de France, les affluents rive droite, rive gauche, mais à la perfection. Mais je ne connaissais pas le nom de la petite rivière qui coulait à côté de Fès. Et ça crée un peu de perturbation. Par rapport à la religion aussi, c'était pour l'Alliance, il faut vous débarrasser de tout ça. Il faut aller vers l'Occident, apprenez le français, sortez de votre milieu. Et quels sont vos souvenirs du coup de la Seconde Guerre mondiale ? Vous étiez encore au Maroc à ce moment-là, quels sont vos souvenirs ? Pendant la guerre, l'Alliance était très embêtée, ils étaient repliés, et les écoles de l'Alliance, comme je vous ai dit, suivaient le programme français. Les 2 premières années de la guerre, moi, petit garçon, j'étais convoqué, toute ma classe, toutes les classes étaient au milieu de la cour de récréation. On hissait les couleurs, français, bien sûr, le drapeau français, et on chantait, tenez-vous bien, « Maréchal, nous voilà ». Donc, moi, j'ai chanté « Maréchal, nous voilà » pendant 2 ans. Mon père travaillait donc au
au ministère de la guerre, et il avait un poste qu'on considérait important. Il était le conseiller, le secrétaire comptable du général chargé de... Et comme c'est la France, en 1942, alors qu'on venait de nous distribuer à l'école la carte postale du maréchal Pétain, où on voit une belle photo, un képi, des étoiles, je rentre chez moi avec la carte postale et mon père venait d'être licencié. Mais on ne disait pas licencié, on disait renvoyé. Et dans la tête d'un petit enfant, renvoyé, c'est qu'il a fait une faute. Ça m'avait énormément perturbé comme enfant. Mon père a été renvoyé. Et personne pour m'expliquer comment je pouvais comprendre qu'ils l'ont renvoyé parce qu'il était juif. C'était au-delà de nos possibilités de compréhension. Vous êtes arrivé en France en 1965. Comment s'est passée votre arrivée? Il faut vous replacer à l'indépendance du Maroc. Les Juifs se disent, on n'a plus notre place ici. Alors il y avait trois possibilités pour un Juif. Aller au Canada, parce qu'il y avait une organisation canadienne qui cherchait des francophones. Il y avait Israël, où les Marocains, c'était les Maroco-Sakines, parce que ceux qui sont allés là-bas, qu'on est venu prendre là-bas, c'était ceux qui n'étaient pas à l'Alliance, qui ne connaissaient que le berbère et l'arabe. Moi, pendant ce temps-là, j'étais marié déjà, j'avais 2 enfants, et on s'est dit, il faut qu'on aille quelque part, il faut choisir. Et pendant qu'on se posait la question, que choisir, j'ai les EI qui me disent, on a besoin de toi. Je me suis lancé, je suis venu, les EI ont été formidables avec moi. Je dois dire que de ce point de vue, il n'y avait pas de problème, ni marocain, j'étais un EI comme les autres, et j'ai fait du bon travail. Voilà. Vous avez été du coup secrétaire puis commissaire général des EI jusqu'en 1972. Pendant ces années, il y a eu des événements marquants, juin 67, mai 68. Est-ce que vous pouvez nous en parler? 67 arrive la guerre des 6 jours, et là, il y a une révolution mentale chez tous les petits, chez toute la communauté juive française, parce que on craignait la disparition d'Israël. J'étais à l'époque responsable de l'envoi de volontaires en Israël. Ils étaient tous regroupés à l'avenue de Ségur, ils venaient tous, ils campaient à l'avenue de Ségur, et quand il y avait des places de libre dans des bateaux, on me téléphonait, j'envoyais des gens. Mais les gens qui pensaient qu'ils allaient combattre, défendre Israël, on les envoyait remplacer les gens du kibbutz, et ils se retrouvaient à traire des vaches, à cueillir des bananes, à cueillir des pommes, mais ils libéraient des soldats qui allaient se battre. Mais 68, on ne peut pas dire qu'on voyait venir. On voyait s'aggraver. Et le langage devait changer entre les jeunes et les personnes âgées. Je me disais, je prenais la tête, je me disais, comment on va s'en sortir? C'est tellement surprenant. Ça, personne ne m'avait préparé à ça.
Alors on s'est dit, le mieux, c'est de suivre le mouvement et de l'orienter un peu comme on fait dans le judo. Quand quelqu'un vous pousse, vous allez en arrière, vous le poussez, vous l'emmenez. C'est un peu ce qu'on a fait. Mais on a tout changé. D'abord, dans le langage. Le langage a complètement changé. Maintenant, si on dit chef, qu'est-ce que c'est ça? Bon, il n'y a plus. Maintenant, avant, nous avions tous la chemise kaki et le short bleu marine. Et des insignes qui montraient quel était notre grade. On a tout fait sauter. Et on a changé la couleur de la chemise, on a changé la couleur du pantalon, et il n'y avait plus d'insignes. On mettait des insignes qu'on pouvait enlever et remettre le cas échéant. On a sauvé la situation grâce à ça. Alors les gens ne s'appelaient plus les éclaireurs, les louveteaux, les machins, on a changé les noms. Mais on faisait la même chose. Sauf que c'est pas tout à fait la même chose. Parce qu'il y a eu d'autres évolutions de la société qui ont fait que c'était plus du tout la même chose. On dit toujours que les EI, c'est l'école de la vie. Personnellement, les EI ont eu un impact considérable dans ma vie et m'ont permis de développer des qualités telles que l'autonomie, le sens des responsabilités, le travail d'équipe, le respect de mon prochain et j'en passe. Comment les EI ont eu un impact dans votre vie personnelle, Rafi? À l'âge où je suis maintenant, j'ai toujours la même attitude et je crois que tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'était par rapport à cela. Parce que nous étions responsables de la communauté, responsables des autres. Est-ce que vous savez s'il y a un ou plusieurs éléments déclencheurs qui vous ont poussé à vous engager dans la communauté juive? À chaque étape, je voyais que j'avais des résultats, je réglais des problèmes. Je vous donne un exemple. Un jour, aux EI, j'ai un adolescent qui vient et il s'est battu avec son père, ça va pas. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, oui, je ne m'entends pas avec mon père, c'est un con. Je reste avec lui, je lui dis, mais ton père, que tu traites de con, qu'est-ce qu'il fait? Oh, il est au bib. Je lui dis, mais il soigne des gens. Les gens lui font confiance. Bah, s'ils lui font confiance, c'est peut-être qu'il n'est pas tellement con. Enfin, ce genre de discussion-là. Et puis je vois que le type, il rentre chez lui, il embrasse son père. Je lui dis, ben alors j'arrive à le faire, pourquoi ne pas le faire? Voilà, je donne cet exemple, mais c'est une quantité de satisfaction. Le Lion de bronze, seule distinction des EI, est remis à des hommes et à des femmes qui ont exercé des responsabilités nationales au sein du mouvement tout au long de leur parcours et dont l'action a été déterminante dans l'orientation et le développement des EI au service de la jeunesse juive de France. On vous a attribué ce Lion de bronze en 2009. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? À ça, j'étais très ému parce que ça m'a permis d'expliquer aux EI que les EI avaient fait beaucoup d'autres choses que la guerre. Les EI ont été marqués par la guerre, ils ont sauvé des enfants, ils se sont battus, bravo, c'est kol hakavod, c'est très bien. Mais depuis la guerre, il y en a eu des choses de faites. Et cela, on n'en parle pas. Aux EI, il y a une habitude, tous les ans, il y a un office, et on rend hommage aux gens qui sont décédés. Et ça me gênait. Je disais, pourquoi attendre que les gens meurent pour leur rendre hommage? On devrait trouver une idée pour rendre aux gens un hommage lorsqu'ils sont en activité, lorsqu'ils ont réalisé quelque chose, ne pas attendre qu'ils crèvent pour dire c'était des gens bien. Et ils ont monté le Lion de bronze et c'est une reconnaissance. Ça
Il ne faut pas jouer le... Ça fait plaisir, autant le dire, ça fait plaisir. Vous nous avez parlé du coup de la transmission de parents à enfants. On sait que vos fils Gabi et André sont eux aussi très impliqués au sein de la communauté. Est-ce que c'était un défi pour vous de leur transmettre cette passion de l'engagement ? C'était pas un défi, c'était naturel. Je leur racontais tout. Vous savez, quand j'étais à l'appel unifié, j'avais le souci de, quand un donateur, surtout un grand donateur, décédait, d'aller tout de suite trouver ses enfants. Et j'avais deux attitudes. Une attitude, c'était celle de dire Israël, la communauté, ah non, ça c'était des affaires de mon père. Moi, je ne connais pas. Et je me disais, voilà, il n'a pas mis au courant ses enfants de ce qu'il faisait. Il n'y a pas de transmission. J'allais chez un autre, il me dit, écoute, c'est normal, j'ai pris l'affaire. Alors je me suis dit, avec ces exemples, mes enfants devront dire, je ferai comme papa. Vous savez, souvent, on forme les gens par son comportement. On donne un exemple, les gens voient comment on se comporte. Et sans s'en rendre compte, ils imitent le comportement. Les EI vont fêter leur 100e anniversaire l'été prochain. Qu'est-ce que cela vous fait ? La première réaction, de fierté. Parce que moi, j'ai assisté au 30e anniversaire des EI et assisté au 100e anniversaire, je suis les EI, je suis fier et heureux. Donc, je souhaite qu'il y ait un deuxième centenaire et je souhaite qu'il continue à travailler comme d'habitude au milieu de la jeunesse. Et c'est, de temps en temps, c'est oublié, c'est la responsabilité des autres. Il faut se sentir responsable de tout le monde. Il y a ce mot et l'autre mot-clé, la formation. Si les gens ne sont pas formés, ils ne tiennent pas. S'ils ne sont pas motivés, ils subissent des pressions et tout. Et il ne faut pas s'attribuer quoi que ce soit à une personne. C'est toujours des équipes, des groupes. C'est jamais... Il faut se méfier de moi, Zorro, qui règle tous les problèmes. Ça n'existe pas. Vous parlez du coup de formation, de responsabilité. Si aujourd'hui vous aviez un conseil ou plusieurs conseils à donner à un jeune qui veut s'engager, quel serait-il ? Qui commence par un mouvement de jeunesse. Pas s'inscrire dans une école de formation de cadre. Ça, je suis contre. Qu'il aille dans un mouvement de jeunesse, qui voit les problèmes du début, la responsabilité vient après, l'engagement vient après. Mais il faut d'abord commencer quand on est jeune. Quand on est jeune, il faut expliquer. C'était notre schéma. La vie se passe dans 3 endroits. Dans la famille, à l'école et au mouvement de jeunesse. Merci à Rafi Ben Simon d'avoir partagé avec nous son expérience aux EI, qui fête cette année leur 100e anniversaire. À ton âge est un podcast du Fonds social juif unifié réalisé par Milim. Chaque mois, un membre de Noé pour la jeunesse part à la rencontre d'une personne senior et entame avec elle un dialogue intergénérationnel.